C'est l'heure de l'actualité africaine, le bulletin Afrique, tout de suite avec vous, Jérôme Kouakou, bonjour. Bonjour Didier Fandin. Bonjour à tous, on commence tout de suite notre périple au Nigeria. Le chef de l'État Muhammadu Buhari a pris une nouvelle mesure pour lutter contre la corruption à 4 mois de l'élection présidentielle. Une cinquantaine de personnalités soupçonnées de corruption ont été donc placées sur une liste de suspects à surveiller. Selon un communiqué de la présidence, ces personnes seront également empêchées de quitter le pays tant que leur cas n'aura pas été tranché. Les noms n'ont pas été rendus publics, mais plusieurs des personnes de haut rang concernées semblent être des membres de l'opposition. Un moyen de lutter contre la corruption alors que les procès prennent du temps, estime la présidence nigériane. Les avocats de certains opposants s'insurgent, eux, contre une mesure portant atteinte à la libre circulation des personnes. Au Burkina Faso, cela fait 31 ans aujourd'hui, lundi 15 octobre, que Thomas Sankara a été assassiné. C'était en 1987. En ce 31e anniversaire, la veuve rappelle son obstination à connaître les circonstances réelles de la mort de l'ancien président burkinabé de 1983 à 1987. Du haut de ses 65 ans, Mariam Sankara Nessereme n'a encore rien perdu de son énergie, surtout lorsqu'il s'agit de parler de son époux lâchement assassiné le 15 octobre 1987. La veuve Sankara, en bonne ancienne première dame, s'est encore adressée à ses compatriotes, l'occasion de saluer les avancées enregistrées depuis 2015 dans le dossier. Mais la soif de vérité continue d'accabler une femme qui ne sait toujours pas ce qui s'est passé pour que Thomas Sankara soit tué. Nous osons espérer que l'ensemble de ces archives seront mis à la disposition du Burkina, mais surtout que le juge y trouvera les informations qui lui permettront d'avancer dans son travail, a déclaré la veuve de Thomas Sankara dans son message. Le Burundi a accusé hier dimanche la Belgique d'avoir commandité l'assassinat de Prince Louis Rwagasore, membre de la famille royale. C'est en 1961 que ce héros de l'indépendance est mort, quelques mois avant la cession du pays à l'indépendance. C'est la première fois que le gouvernement burundais accuse officiellement la Belgique d'être responsable de l'assassinat du prince Louis Rwagasore. Le pays risque ainsi de détériorer encore davantage les relations entre cette situation risque de détériorer encore davantage les relations entre les deux pays. Le gouvernement envisage de mettre sur pied une commission technique ad hoc pour enquêter sur les assassinats du prince et des siens, indique Bujumbura, faisant référence à ses 2 enfants morts en bas âge quelques mois après sa disparition. Le gouvernement accuse également la Belgique d'avoir une part de responsabilité dans les différentes crises politico-ethniques qui ont endeuillé le Burundi depuis son indépendance. Royaume multiséculaire de la région des Grands Lacs, le Burundi a été une ancienne colonie allemande avant d'être placé sous tutelle belge après la Deuxième Guerre mondiale. Il obtient son indépendance sous l'impulsion du prince Louis Rwagasore, fils aîné du roi Moustusosara. Il deviendra ensuite Premier ministre avant d'être assassiné par un commerçant grec de Bujumbura le 13 octobre 1961, quelques mois avant la proclamation de l'indépendance le 1er juillet 1982. En République démocratique du Congo, un meeting de l'opposition a finalement été interdit à Lubumbashi, c'est dans la province du Katanga. On en sait plus avec Asta Sidibé. Le rassemblement qui devait avoir lieu samedi 13 octobre au matin a finalement été interdit pour raisons sécuritaires. Après avoir été autorisé dans un premier temps par les autorités municipales, cela n'a pas empêché les partisans de l'opposition de descendre dans la rue en signe de protestation au risque d'être reprimés par la police. Comment préparer des élections dans de telles conditions si on ne peut même pas faire campagne? Les membres de la plateforme d'opposition Ensemble sont amers. Pourtant, ils étaient les premiers à être surpris de la décision de la mairie de Lubumbashi d'autoriser le meeting à la Cité des Jeunes, chose rare dans le Katanga. Mais revirement la veille au soir, alors que la délégation d'opposants était déjà arrivée à Kinshasa, le rassemblement a été interdit. Les autorités se sont immédiatement mobilisées. Des opposants ont vu leur domicile encerclé par des patrouilles. Pas de sortie ni de visite. La police n'a levé que ce samedi soir son siège autour de la maison du député Gabriel Kyungu, coordinateur de la plateforme Ensemble pour le Katanga. Selon RFI, sur Twitter, on a vu des photos de voitures de police emportant l'écran géant installé pour le meeting. Selon
Selon l'opposant Gabriel Kyungu, les autorités municipales ont proposé une rencontre avec les opposants sans donner de date. Le Premier ministre malien s'est rendu dans le centre du pays cette fin de semaine pour y réaffirmer l'autorité de l'État. À bord d'un Mi-35 de l'armée de l'air, Soumaïla Boubeï-Maïga s'est rendu dans les deux localités de la région de Mopti où sévissent les djihadistes, Togoré Koumbé et Ténékou. Dans ces localités situées dans le centre du Mali, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu sur place une délégation officielle venue de Bamako. En faisant le déplacement, le Premier ministre Soumaïla Boubeï-Maïga a marqué un point. À Nouakchott, en Mauritanie, c'est la rentrée des classes pour les officiers du collège de défense du G5 Sahel. Un peu moins d'une quarantaine d'élèves venus des 5 pays de la région rejoignent ce lundi 15 octobre les bancs de l'école de guerre pour suivre une formation opérationnelle et académique de 9 mois. La mise en place du collège de défense du G5 Sahel est une volonté politique des pays de la région qui, pour certains, disposaient déjà d'outils pédagogiques que le G5 a permis de revitaliser, comme le Collège sahélien de sécurité à Bamako, le Centre sahélien d'analyse des menaces et d'alerte précoce et le Collège de défense basé à Nouakchott. Le Collège de défense du G5 Sahel était dans les cartons avant même la formation de la force conjointe. Sa création fut l'une des premières décisions validées par le G5. En Somalie, cette fois, un des djihadistes condamnés dans le cadre de l'attentat du camion piégé qui avait fait plus de 500 morts il y a de cela un an à Mogadiscio a été exécuté hier dimanche. C'est ce qu'ont annoncé les autorités somaliennes. Des centaines de Somaliens ont participé à une cérémonie de souvenir pour marquer le premier anniversaire de cet attentat qui avait détruit une vingtaine de bâtiments du centre de la capitale somalienne habitués aux attaques des djihadistes Shebab liés à Al-Qaïda. Le même jour, un tribunal militaire a annoncé qu'Hassan Hadan Isaac, condamné à mort pour avoir conduit un des véhicules utilisés dans le cadre de l'attentat, avait été fusillé par un peloton militaire dans la matinée. On termine tout près de chez nous, au Libéria. Une ONG américaine respectée opérant au Libéria a présenté ses excuses samedi pour les viols incessants de jeunes filles dans une école qu'elle dirigeait. Celle-ci était pourtant censée échapper à une vie d'exploitation sexuelle, mais des filles étaient abusées par le cofondateur de l'ONG, Macintosh Johnson, au sein de cette école implantée dans un bidonville de la capitale libérienne Monrovia. Il est mort du sida en 2016 et il est à craindre qu'il ait infecté ses victimes, parfois âgées de 10 ans seulement. Point final de l'actualité Afrique. On vous souhaite à vous tous une excellente journée. Didier Fandin, c'est à vous pour la suite. Merci Jérôme Kouakou, c'est cela la radio numéro 1 sur l'info, le sport en Côte d'Ivoire. Vous offrez toute l'actualité crédible, juste et fiable d'ici et d'ailleurs. À l'instant, le bulletin Afrique pour ceux qui nous rejoignent, présenté par Jérôme Kouakou sur Radio Côte d'Ivoire. Je retrouve pour C'est pas normal juste après ce plateau publicitaire.